Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette séquence d'échange avec le public qui a assisté en direct via Zoom. Espérons que cette fois-là sera la dernière et que la prochaine nous reverra à l'école alsacienne. Nous allons donc consacrer la demi-heure qui vient à un échange. La première des questions qui nous est posée, en dehors des remerciements pour lesquels je remercie l'auditeur, est peut-on considérer que Macron a été élu sur un programme plus centriste que Valéry Giscard d'Estaing, mais qu'il a mené une politique davantage à droite que lui? Oui, c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que Macron soit moins centriste ou plus centriste que Valéry Giscard d'Estaing en termes d'options économiques et sociales. Je crois qu'il est sans doute moins sensible que Valéry Giscard d'Estaing à la nécessité de faire évoluer le système institutionnel. Moi, dans le centrisme, il y a tout un aspect institutionnel, parlementaire, respect des formes Troisième République de la tradition, ça, de la France. Et ça, Valéry Giscard d'Estaing y était très sensible et a introduit notamment une réforme absolument fondamentale que vous avez rappelée, qui est le droit de saisine du Conseil constitutionnel par 60 parlementaires de l'Assemblée nationale ou 60 parlementaires du Sénat, ce qui a vraiment conforté en France quelque chose de très important dans une démocratie libérale, qui est la notion de hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que la Constitution soit au-dessus des lois, les lois au-dessus des décrets, les décrets au-dessus des arrêtés, les arrêtés au-dessus des circulaires. Nous savons bien que nous sommes dans un pays où les fonctionnaires ont la tendance instinctive à réformer les lois par circulaire. Mais là, Macron, effectivement, c'est le grand reproche que je lui fais, mais il y a encore 1 an et demi pour se rattraper, hein, on verra s'il réforme le mode de scrutin, etc., n'a pas jusqu'à présent donné à la démocratie représentative des raisons de retrouver la faveur de l'opinion publique. Sur le plan économique et social, je crois en revanche, et ce qui se fait depuis le début de la pandémie le montre surabondamment, Emmanuel Macron, comme Valéry Giscard d'Estaing, est face à des difficultés qui sont immenses, comme elles l'étaient, mais elles ne sont pas de même nature, du temps de Valéry Giscard d'Estaing, à développer au maximum l'État-providence. Je crois qu'on est vraiment dans un système qui essaie de combiner le libéralisme de la production, la libre initiative, la concurrence, avec la prise en compte par la puissance publique de la protection sociale et de la réduction des inégalités. C'est exactement ce qu'a fait Giscard. Le régime le plus social-démocrate qu'on ait eu, ça a été sous Giscard, et c'est social-démocrate, ni socialiste ni ultra-capitaliste, et c'est exactement la ligne d'Emmanuel Macron. Sur ce plan, je crois qu'il y a vraiment fidélité. Autre question qui enchaîne avec celle à laquelle vous venez de répondre. Afin de poursuivre le parallèle entre les présidents Giscard et Macron, savez-vous comment Valéry Giscard d'Estaing commentait l'ascension et l'action d'Emmanuel Macron? Moi, je peux répondre que je ne sais pas. C'est déjà une première réponse. Non, je peux répondre que je ne sais pas parce que j'ai eu une conversation cette année avec le président Giscard d'Estaing, une longue conversation extrêmement agréable, extrêmement sympathique, etc. Mais chaque fois que j'évoquais le président Macron, j'avais plutôt une stratégie d'esquive au niveau des réponses. Donc, je crois que c'est peut-être une réponse déjà. Je pense que Valéry Giscard d'Estaing, reconnaissons-le, avait toujours du mal à se reconnaître dans quelqu'un qui était proche de lui. C'est pas par hasard qu'il n'a pas vraiment soutenu Raymond Barre. C'est pas par hasard qu'il a préféré finalement Jacques Chirac, qui était pourtant son adversaire, à Édouard Balladur. Et je pense que Emmanuel Macron, il devait quand même avoir quelque part toujours le sentiment que ces gens qui reprenaient son combat, c'était pas tout à fait aussi bien que l'original. Alors, autre question, quelle était la doctrine internationale de Giscard hors de l'Europe, avec l'Afrique et avec les États-Unis?
Alors, tout à l'heure, dans les adjectifs que j'essayais de trouver pertinents pour le définir, j'ai quand même hésité sur Giscard l'Africain. Il est évident qu'il a considéré l'Afrique comme un domaine réservé, qu'il a prolongé à bien des égards le système de France-Afrique qui précédait sous Georges Pompidou et sous le général de Gaulle, qu'il a d'ailleurs utilisé les adjoints de Jacques Foccart comme secrétaire généraux pour les affaires africaines et malgaches, qui était un poste très important à l'Élysée, qui était plus important que la diplomatie traditionnelle du Quai d'Orsay. C'est évident qu'il a eu des actions importantes, notamment en République démocratique du Congo, quand on a sauté sur Kolwezi, et puis c'est clair qu'il a participé à de ces nombreux changements de régime dans les pays africains, notamment à plusieurs reprises en Centrafrique, avec un soutien ambigu au régime de Bokassa, et puis ensuite des actions concrètes pour le renverser. C'était vraiment une période aujourd'hui révolue, mais à l'époque dans la continuité d'une intervention de grande puissance néocoloniale en Afrique. Alors, il y avait des occasions un petit peu plus constructives de relations avec l'Afrique. Notamment, il y avait une relation très très forte avec Félix Houphouët-Boigny. Du coup, je crois que c'est la seule capitale qui est un boulevard Giscard d'Estaing, qui était des axes majeurs de la ville d'Abidjan. Il y a eu des bains de foule et des visites extraordinaires d'une dimension qui rappelait les visites du général de Gaulle en Afrique ou en Amérique latine ou en Allemagne, enfin partout. Oui, ça a existé, cet accord avec Félix Houphouët-Boigny, mais il y avait une certaine sympathie, légèrement tempérée par le fait qu'il était socialiste, mais enfin avec Léopold Sédar Senghor, dont il a fait l'éloge quand il lui a succédé à son siège de l'Académie française, en présence de deux présidents de la République du Sénégal, le président en exercice et le président Abdou Diouf. Oui, il y avait une relation forte avec quelques chefs d'État et qui n'était pas tout à fait empreinte de cette volonté d'intervention un peu systémique. Mais enfin, bon, je n'ai pas dit Giscard l'Africain parce que je pense que c'est Giscard le France-Africain et l'image de la France-Afrique aujourd'hui dessert la France plutôt qu'autre chose. Et puis, il y avait cette relation assez forte de grands chasseurs avec les grands territoires de chasse de l'Afrique centrale. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, l'éloignait des Français. Ça, c'est le grand seigneur pour qui les chasses royales ont beaucoup d'importance. Et en plus, les chasses privées du Gabon, de la Centrafrique, du Tchad, du nord du Cameroun. Mais cette dimension-là, qui se voyait beaucoup par les trophées de chasse. Quand vous alliez dans l'intimité de la famille Giscard, il y avait partout des trophées. Mais ce n'était pas que les témoignages de tous les cerfs qu'on avait abattus, c'était aussi les fauves. Bon, mais ça, ce sont des particularités privées et je pense quand même un peu datées. Jean-Louis Bourlanges sur les États-Unis. Oui, sur les États-Unis, je crois que c'est très intéressant le rapport avec les États-Unis. Je pense que Valéry Giscard d'Estaing partageait, ça Georges-Henri Soutou l'a bien montré, l'obsession de Georges Pompidou d'un décrochage américain par rapport aux Russes. Il y avait à l'époque la crainte que l'Amérique se replie, c'était un peu le néo-isolationnisme nixonien qui était derrière tout ça, se replie sur les États-Unis et qu'en revanche, l'Allemagne dérive vers un accord particulier, c'était Brandt et Egenbach qui avaient soutenu ça, avec l'URSS. Et cet accord, on envoyait les termes, l'Allemagne serait sortie de l'OTAN, aurait accepté un statut de neutralité et de démilitarisation, et en échange, les Russes auraient donné l'unification, l'union. Bon, c'était un peu un statut à l'autrichienne. C'était quelque chose de très dangereux qui obsédait Pompidou. Et la caractéristique de Giscard, c'est qu'il a tenu les deux bouts de la chaîne.
C'est-à-dire qu'il a dit que si on pouvait éviter ça, il fallait d'une part qu'on ait une relation extrêmement intime avec les Allemands pour que jamais les Russes ne puissent introduire une feuille de papier à cigarette entre la volonté allemande et la volonté française. Il a toujours tenu à cela, ce qui l'a conduit à une attitude assez modérée vis-à-vis des Russes, parce que les Allemands étaient assez allants du côté des Russes. Et deuxièmement, consolider nos liens avec l'OTAN, la bataille de l'Avent, etc. Et c'est lui, on l'oublie, qui en 1979, au sommet de la Guadeloupe, a mis en place avec Callahan, Carter et Schmitt ce qui serait la stratégie de l'OTAN, qui serait défendue en 1983 par François Mitterrand face à l'offensive soviétique sur les SS-20, c'est-à-dire on donne aux Russes le temps d'arrêter l'implantation des SS-20, on leur donne 2 ans pour ménager en fait l'opinion allemande, et puis si ça ne se fait pas, à ce moment-là, on installe des Pershing. Et ça, c'est une ligne, et donc il a lié, comme Mitterrand, et ça Védrine ne le reconnaît pas suffisamment, il a lié la construction de l'Europe et le renforcement de la solidarité atlantique. De ce point de vue-là, il est plutôt dans la ligne de la 4e République que dans celle du général de Gaulle. Mathias Fekl. Oui, j'allais commencer par ce par quoi Jean-Louis Bourlange a conclu. Il me semble qu'il voyait dans l'ancrage transatlantique une prolongation de la construction européenne, ou en tout cas quelque chose qui devait aller de pair. Une condition où, en tout cas, il pensait que les deux phénomènes devaient s'accompagner. Rappelons quand même qu'on était au temps de la guerre froide et que le clivage structurant au niveau mondial était l'affrontement froid mais intense entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, il était par ailleurs convaincu, je pense, là aussi, que les sociétés devaient mieux se connaître, qu'il devait y avoir des rapports, au-delà des rapports d'État à État, des rapports entre ce qu'on appellerait aujourd'hui les sociétés civiles. Il a été un des initiateurs de la création de la Fondation France-États-Unis, qui aujourd'hui encore est un vecteur de dialogue très important. Et puis, il était d'une certaine façon américain dans l'image que lui-même avait donnée et dans la manière dont il avait modernisé considérablement la communication politique en France. Vous pouvez d'ailleurs dire à l'époque Giscard l'Américain, tant il était fasciné par le président Kennedy, sa jeunesse, son énergie. Alors ça peut paraître plus anecdotique que les relations transatlantiques et les relations stratégiques et diplomatiques, mais il y avait aussi chez lui cette énergie et cette jeunesse qui venait sans doute en partie de la vie politique américaine. Alors, il y a des photos très parlantes de lui, jeune ministre, avec Kennedy. Et puis ensuite, lui a été président pendant que 3 présidents se sont succédés aux États-Unis. D'abord, il est élu au moment où Nixon est en plein Watergate et quelques mois plus tard est amené à démissionner. Puis, il travaille avec Gerald Ford. Et enfin avec le président Carter. Donc c'était Atlantis, c'est peut-être un peu fort, enfin c'était un ami des États-Unis et un homme convaincu que l'influence de la France, sa participation au projet communautaire et le lien transatlantique devaient aller de pair. Alors, continuons à répondre aux questions qui s'additionnent sur mon tableau. Et si l'explication du désamour de Giscard, en dépit de son très bon bilan, tenait dans l'acerbe boutade du général de Gaulle, ouvrez les guillemets, Giscard, son problème, c'est le peuple, fermez les guillemets. Moi, je crois que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire. C'est cette grave question, est-il des nôtres et qui sont probablement des sujets de style et qui, au lieu d'être effacés par la volonté d'aller au-devant des Français, ont plutôt été soulignés. Il y a quand même des petits détails de protocole. Quand votre épouse descend en direct de Louis XV et que vous insistez au titre de la dignité du pouvoir dans la République française, un protocole qui a quelque chose de royal, quand vous offensez, vous humiliez votre Premier ministre
en le recevant à déjeuner par des petits détails de style, par la nature des invités, mais aussi par la taille du siège, des façons de montrer au fond ce que la dignité et la grandeur de la France supposent, mais par des éléments stylistiques qui rappellent aussi les origines sociales. Fatalement, quand même, vous vous éloignez des codes républicains pour adopter des codes monarchiques. Moi, je pense que ça a joué un rôle que n'a pas dissipé ni l'accordéon, ni le pullover, ni les invitations à dîner un peu compassées. Jean-Louis Bourlanges, vous vous apprêtiez à intervenir. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je crois que l'affaire de Brégançon a été totalement montée par Chirac. Les historiens disent que ce n'est pas vrai du tout, qu'il n'a pas du tout été humilié, etc. En revanche, je suis d'accord sur le fait qu'il y avait un vrai problème de rapport avec la simplicité populaire française. C'est absolument clair. Il descendait d'ailleurs lui aussi de Louis XV, je crois par les Montalivet, qui était l'un des Montalivet, devait être un fils naturel de Louis XV quelque part. Enfin, il était en tout cas très 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 fier, très fier de cela. J'ai l'impression qu'il a eu un rapport très intense au XVIIIe siècle et que ce rapport au XVIIIe siècle a fait qu'il a toujours oscillé dans l'image populaire entre le XVIIIe siècle libérateur, celui des Lumières, celui du café Procope, celui d'une veuve de Rameau, celui de tout ça, et l'image du XVIIIe siècle privilégié, Versailles, le parc aux Cerfs, qui est honni par Michelet. Et je pense qu'il a commencé comme un grand seigneur libéral et réformateur, et qu'il a plutôt terminé, un peu comme le XVIIIe siècle, dans une image monarchique un peu confinée. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas... Moi, je m'étonne toujours les raisons pour lesquelles, sauf ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il croyait avoir gagné, pourquoi en 79, il n'a pas repris le grand mouvement réformateur. Il aurait dû faire des choses extrêmement précises, qu'a fait Mitterrand d'ailleurs, la décentralisation, l'abolition de la peine de mort, qui était prévue initialement en contrepartie de la loi sécurité et liberté d'Alain Peyrefitte. On voulait compenser par l'abolition de la peine de mort et surtout peut-être l'autorisation des radios libres qui était un élément essentiel de communication avec la jeunesse. Donc je ne sais pas pourquoi il s'est enfermé dans cette logique élyséenne. Il paraît que l'histoire montre que tous les présidents sont un peu tentés par sa glaciation élyséenne, monarchique, et c'est extrêmement dommage. Au moins maintenant, avec le quinquennat, ça dure 2 ans de moins. Alors, si sur ce sujet-là, personne ne se sent envie d'intervenir, quittons le XVIIIe siècle et revenons au XXe, en l'occurrence. Un auditeur écrit « Je suis surpris que les commentaires évoquent très peu le sacrifice de la sidérurgie française, notamment à Longwy, le septennat de Giscard, n'est-ce pas aussi le début de la fin de la France industrielle promue par Pompidou ?» Alors, je voudrais dire un mot là-dessus, Philippe, si vous me le permettez. Jean-Louis a dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Il y a quand même chez Giscard une synthèse entre l'orléanisme classique et une forme de saint-simonisme. Il avait, comme ministre des Finances, activement participé à un certain nombre de programmes industriels de la France gaulo-pompidolienne, et c'est à lui que l'on doit aussi la consolidation de la filière nucléaire, et en particulier civile, en France. C'est vrai qu'on voit déjà dans les années 60, on le lit notamment chez Peyrefitte, percer des désaccords sur la politique volontariste, la politique macroéconomique volontariste du général de Gaulle. Il est tenant d'une approche beaucoup plus libérale. Il est très hostile, par exemple, à ce projet gaullien de la participation, comme Pompidou du reste, projet qu'il juge fumeux. Il pense que c'est une vieille chimère du général. Moi, je pense au contraire que le général avait beaucoup mieux compris la société et ses évolutions qu'on ne le prétend. En 1965, quand le général de Gaulle est réélu, d'ailleurs, il vire Giscard. Et c'est à ce moment-là que Giscard va creuser son propre sillon et marquer ses différences
avec le gaullisme, avec une approche plus libérale et plus moderne. Et de ce point de vue, effectivement, il est, j'allais dire, cette doctrine sera confirmée par Mitterrand, il s'inscrira quand même en rupture avec la pratique industrielle du général de Gaulle et de Georges Pompidou, assise sur le commissariat au plan, assise sur des grands programmes très ambitieux et très lourdement financés. Et il va petit à petit fondre en quelque sorte la politique industrielle française dans le cadre européen. Et Mitterrand, de ce point de vue-là, n'apportera aucune inflexion. Sur le même sujet. Oui, c'est une question qui est un peu injuste quand même, parce que, encore une fois, les années 60 et 70 sont des années tirées non pas par le développement du secteur tertiaire, mais vraiment par la reconstruction industrielle. Et donc, les plans calcul, le plan téléphone, au début du septennat de Giscard d'Estaing, on dit en 1974, la moitié de la France attend le téléphone et l'autre moitié attend la tonalité. Et puis, à la fin du septennat, il y a eu des progrès considérables sur l'industrie aéronautique, qui reste quand même le premier poste industriel d'excédent extérieur. Clairement, le programme Airbus, c'est un renouveau considérable. Et Mathias a parlé du nucléaire civil, etc. Donc, je pense que ça vraiment... je crois que c'est un procès injuste en désindustrialisation. Et la crise de la sidérurgie, elle a dû être réglée sous François Mitterrand. Les problèmes de Sacy-Lord, d'Usinor, tout ça, c'est postérieur. C'est vraiment dans le premier septennat de François Mitterrand qu'il a fallu faire face à la crise de la sidérurgie, qui n'a pas été d'ailleurs démantelée, mais qui a eu de nombreuses tentatives pour la maintenir à flot, y compris la nationalisation, mais c'est postérieur. Au temps de Valéry Giscard d'Estaing, on n'est pas dans la situation actuelle non plus dans la métallurgie, de l'automobile par exemple. C'est un poste excédentaire du commerce extérieur. La mondialisation, elle est postérieure, avec le fait que la balance est devenue, enfin je parle sous le contrôle de Mathias, mais est devenue négative en matière de commerce extérieur de l'automobile. Donc là, je crois qu'il ne faut pas faire d'anachronisme entre ce qui s'est passé entre 1980 et 1990 et post-choc pétrolier, avec des transformations considérables de prix relatifs, les effets du développement industriel chinois. Ils sont plus tardifs. Les réformes de Deng Xiaoping, c'est le tournant, c'est 1976, mais la concrétisation sur les marchés, c'est la fin des années 80. Et donc là, je crois qu'il y a un petit anachronisme si on lui reproche la désindustrialisation française. Quelqu'un veut-il compléter cette réponse de son point de vue? Bon, sinon, oui, Jean-Louis Bourlanges sur la sidérurgie. Oui, sur la sidérurgie, je crois que Lionel a raison, mais il y a un double anachronisme parce que ça allait mal depuis longtemps, la sidérurgie. Debré, ministre des Finances, en 66-67, fait un énorme plan sidé avec à base d'argent public parce que la sidérurgie française est en crise profonde. Et notamment, alors hier, on a vu sur France 3, on a eu un film policier autour du mythe de Lorraine Cœur d'Acier. C'était très émouvant. C'était très émouvant, tout ce combat de toute une région pour se sauver. Mais on voyait bien que ça n'allait plus. Si on pouvait sauver un peu de sidérurgie, c'était sur la mer et pas en Lorraine. On voyait bien que la sidérurgie européenne était partout en crise. C'était le plan d'Avignon et que ça n'allait pas s'améliorer au fur et à mesure que les capacités de production d'acier se développaient partout dans le monde. C'était inévitable. Je crois que ce qu'on a dit, je suis tout à fait d'accord avec Lionel, ce qu'a fait Valéry Giscard d'Estaing, c'est d'assurer la relève avec le TGV, la relève avec l'équipement électronucléaire de la France, parce que ça a été énorme, le Framatome, etc. On a fait le téléphone,
Airbus, enfin tout cela a été, Ariane Espace, tout ça a été tout à fait considérable. Simplement, on a essayé d'investir de façon un peu schumpeterienne dans des industries de l'avenir, quitte à avoir des sacrifices humains considérables. Le mot sacrifice humain n'est pas trop fort, je crois, en Lorraine, qui se sont effectivement poursuivis ces sacrifices tout au long de la décennie suivante. Ça a été un drame absolu, mais je ne crois pas qu'on puisse l'imputer à une désinvolture libérale de Valéry Giscard d'Estaing. Je vous remercie. Mais Jean-Louis, j'ajouterais même qu'on était à une époque où l'industrie française manquait de bras, et en fait, il y a une vague migratoire considérable, parce qu'il faut, au-delà même du retour des Français d'Algérie, ouvrir des bureaux de recrutement dans toute l'Afrique du Nord pour pouvoir avoir les ressources humaines à Flins, à Poissy, enfin dans toutes les régions industrielles. C'est évidemment très difficile à penser aujourd'hui. On fait une politique d'immigration systématique parce qu'on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre pour faire face à des niveaux de croissance qui sont très élevés. Évidemment, c'est très difficile de penser cette période, mais vous avez une industrie qui bénéficie d'une croissance macroéconomique supérieure à 5%, avec du coup une consommation de biens industriels très, très importante et des pénuries de main-d'œuvre. Et une partie de l'inflation est due aux tensions sur l'appareil productif. Donc, c'est évidemment de nos jours de croissance à 1%, 1,5% les bonnes années, avec une phobie migratoire, etc. C'est très difficile d'arriver à penser dans les termes de l'époque. Mais les termes de l'époque, c'est ça, c'est un boom industriel. Je vous remercie. Je prie ceux des auditeurs dont nous n'avons pas pu prendre les questions de nous en excuser. J'en aurais bien moi-même évoqué une, qui est celle de l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, enfin à la communauté à l'époque, plutôt que de la Turquie. Sur les conséquences de cette décision que Giscard d'Estaing a fortement poussé avec succès. Mais nous en sommes à la fin de ce badage. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui établit notre compte-rendu analytique, notre compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui a l'œil sur les plateformes de financement auxquelles vous pouvez souscrire quand vous voulez, Nouvelles Écoutes et Julien Deville qui ont organisé, qui produisent comme d'habitude cette émission, mais qui cette fois-ci ont en plus organisé ce direct. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la thématique sur l'Indonésie, la semaine suivante pour un peu de distraction chansonnière, la semaine d'après pour parler des États-Unis et enfin le 10 janvier en public, j'espère, à l'école alsacienne. Merci à tous et au revoir. Comme dirait le président Giscard d'Estaing.